Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça ressemble à un couac judiciaire. L'image de la police française auprès des Anglais pourrait bien en prendre encore un coup. Elle n'avait pas vraiment besoin de ça après les incidents du Stade de France. Et c'est justement de cela dont il s'agit. Les supporters de Liverpool avaient obtenu la garantie de pouvoir porter plainte une fois rentrés chez eux. Des fonctionnaires français ont même été envoyés en Angleterre. Oui, mais selon nos informations, l'opération tourne au fiasco à Anaïs Cordoba. Oui, parce que le formulaire de déclaration de plainte n'est pas du tout adapté. C'est un formulaire ordinaire pour des circonstances habituelles de plainte de touristes, mais rien ne correspond en première intention à ce que les supporters anglais ont subi. Par exemple, dans la catégorie lieu des faits, il y a hôtel ou musée, mais pas Stade de France. Il faut donc le rajouter par soi-même à côté de la case autre lieu. Avoir été aspergé de gaz lacrymogène ne figure pas non plus en tant que tel dans la liste des infractions subies. Autre problème, à Liverpool, aucune info n'a été communiquée sur la présence des policiers français venus recueillir les plaintes, comme en témoigne Mohan, un responsable d'une association de supporters. Nous avons su de bouche-oreille qu'ils étaient là, mais personne ne nous a approchés officiellement. Donc on se demande, est-ce juste une opération de com ou est-ce vraiment réel? On n'en sait rien. Et là, la confiance est au niveau zéro sur tout ça. Comment pouvons-nous faire confiance à la police française qui enquête sur la police française? Selon nos informations, ces policiers envoyés à Liverpool ne seraient en fait toujours pas opérationnels. La raison, la France ne peut pas recevoir de plainte légalement à Liverpool car elle n'a pas de local diplomatique sur place et serait encore en attente de l'accord des autorités locales pour habiliter un lieu. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres, enquête réalisée avec William Molinier du service police-justice de la rédaction. C'est une révolution pour l'automobile. L'Europe vote la fin des ventes de voitures neuves, essence et diesel pour 2035. Oui, fini le moteur thermique. L'hybride rechargeable est promis lui aussi à rejoindre les livres d'histoire. Les eurodéputés ont voté leur interdiction après une longue séance de discussion. Demain, c'est-à-dire en 2035, seules les voitures électriques ou à hydrogène pourront être vendues. C'est un profond bouleversement pour l'ensemble de la filière, prévient le directeur de la plateforme automobile. Marc Mortureux représente les constructeurs français. Ça représente un très profond bouleversement pour l'ensemble de l'industrie automobile, puisque c'est la fin de ce que l'on a connu depuis plus d'un siècle avec les véhicules thermiques, y compris les véhicules hybrides. Soyons clairs, le moteur thermique, c'était le verrou technologique qui jusqu'à présent avait permis à l'industrie européenne de résister, et tout ça est en train de disparaître. Et en faveur d'une technologie qui est effectivement mieux maîtrisée aujourd'hui par notamment les Chinois, sachant qu'une des grandes difficultés, un des grands défis pour l'Europe dans son ensemble, c'est que nous sommes très dépendants au niveau des matériaux stratégiques, des matières premières qu'on utilise notamment pour faire les batteries, que ce soit le nickel, le cobalt, le lithium. Ce sont des éléments qu'il va falloir sécuriser en termes d'approvisionnement. Marc Mortureux, directeur de la plateforme automobile avec Aurélien Fleureau. On en vient à la campagne pour les élections législatives. La majorité présidentielle lance l'offensive anti-Mélenchon et jette toutes ses forces dans la bataille. Un égard à celui qui voudrait rester à l'arrière pendant que ses camarades montent au front. Les ministres sont fermement invités à aller sur le terrain pour soutenir les candidats de la majorité. Exemple avec Pape Ndiaye, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, a plongé dans le grand bain hier dans les Côtes-d'Armor. Reportage Alexandre Chauveau. Ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Son nom et sa silhouette ne sont pas encore tout à fait familiers, mais Pape Ndiaye, costume, cravate et allure professorale, prend peu à peu le pli de sa nouvelle fonction, comme avec ce patron d'une boucherie. Vous savez qu'une des priorités du quinquennat, c'est justement de revaloriser les lycées professionnels en particulier. Ça, c'est une bonne idée. Inconnu du grand public il y a un mois, le ministre se sait particulièrement attendu et doit s'adapter à sa nouvelle vie d'homme politique. Je regardais cela avec un œil intéressé. Désormais, je vais devoir y plonger avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère en préservant le sens de la nuance. La nuance, Pape Ndiaye y fait référence presque à chaque phrase, comme une réponse aux attaques qui l'ont visé depuis sa nomination rue de Grenelle. Qualifié de wokiste ou d'indigéniste par une partie importante de la droite, le ministre répond pour la première fois. Celles et ceux qui me connaissent savent bien que ces caricatures ne correspondent en aucune manière à qui je suis. Pape Ndiaye promet de travailler dans la continuité de Jean-Michel Blanquer avec quelques inflexions, précise-t-il. Ses premiers chantiers sur le collège où l'apprentissage devrait être lancé dès cet été. Les ministres sont sur le terrain. Le président aussi, Emmanuel Macron, était à Clichy hier en région parisienne pour parler sécurité, thème qu'il abordera une nouvelle fois aujourd'hui, mais sous l'angle de la ruralité, à l'occasion d'un déplacement dans le Tarn. Voilà, je vous rappelle, c'est Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête, qui sera à 8h13 l'invité politique d'Europe Matin. Aux États-Unis,
États-Unis maintenant. Le débat sur la limitation des armes met le Congrès sous pression. Les républicains et démocrates tentent de négocier un accord qui semble introuvable au milieu de ces discussions sans fin. Il y a les témoignages des rescapés de la tuerie d'Uvalde. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Le Congrès a notamment entendu le récit bouleversant d'une fillette de 11 ans. Oui, Mia Serio a vu ses camarades mourir sous les balles du tueur. Elle raconte le réflexe qui lui a sans doute permis de survivre. Je pensais qu'il allait revenir dans la pièce, donc j'ai pris le sang de mon ami et je l'ai étalé partout sur moi. Je suis restée silencieuse, puis j'ai pris le téléphone de ma maîtresse pour appeler les secours. Aujourd'hui, la petite fille dit ne plus se sentir en sécurité à l'école, une salle de classe que ne reverra pas Lexi Rubio, tuée comme 18 autres enfants à Uvalde. Sa mère Kimberly a témoigné hier de son immense douleur devant les élus. J'ai déposé ma fille à l'école. Cette décision me hantera pour le reste de ma vie. Tous demandent au Congrès d'agir. Kimberly Rubio plaide pour l'interdiction des fusils d'assaut ou au moins pour l'arrêt de leur vente aux jeunes adultes, alors que les armes à feu sont devenues la première cause de mortalité chez les enfants américains. Il y a quelque part une maman qui écoute notre témoignage et qui se dit « Je ne peux même pas imaginer leur douleur, sans savoir que notre réalité sera un jour la sienne si nous n'agissons pas maintenant. » Au Sénat, les négociations sur le contrôle des armes se poursuivent, mais pour le moment, la douleur des familles n'est pas en mesure de faire plier les élus conservateurs. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Allez, du football pour terminer. Autriche-France demain, 3e match de la Ligue des Nations pour les Bleus. Et il faudra s'imposer chez les Autrichiens. On rappelle que les champions du monde restent sur une défaite et un nul. Le sélectionneur Deschamps pourrait procéder quelques changements. Il pourrait par exemple faire entrer un petit nouveau, Cyril de la Morinerie. Il s'agit du défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté. Oui, ce colosse de 23 ans ne passe pas inaperçu. D'abord parce qu'il est doté d'un physique de gladiateur, 1m94, 84 kg, mais aussi parce que le défenseur de Liverpool est souriant. C'est d'ailleurs sans langue de bois qu'Ibrahima Konaté a raconté comment il avait appris sa convocation en équipe de France. Il venait de débuter ses vacances. J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce. Je cherchais mon téléphone comme par hasard et je vois 2 appels manqués. Et je décide de rappeler parce que je connaissais pas le numéro. Et j'apprends la nouvelle, c'est vrai que pendant 5 minutes, j'étais perdu un peu. Non, j'étais très heureux. Depuis ses débuts dans le 11e arrondissement de Paris, Ibrahima Konaté abat les barrières tel un bulldozer. Après Sochaux, il s'envole pour Leipzig, où il devient l'une des attractions du championnat allemand. L'été dernier, le mythique club de Liverpool le recrute. Le finaliste de la Ligue des Champions a pour modèle un certain Sergio Ramos, le défenseur iconique du PSG. C'est vrai que quand il était au Real de Madrid, avec tous les buts qu'il mettait et ce qu'il apportait à l'équipe, c'était un leader positif. C'est ces choses-là qui m'inspirent aussi. Ibrahima Konaté espère fêter rapidement sa première sélection et même participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et il a commencé au FC Sochaux, nous apprend la plus fidèle supportrice sochalienne de la rédaction. Anissa Dadi. Voilà. Merci beaucoup mon cher Christophe. Dans un instant sur Europe 1, l'édito international, pendant que le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine et la Russie, le torchon est en train de brûler entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Péril nucléaire à Téhéran. On en parle avec Vincent Hervouet dans un instant. Dimitri Pavlenko.